Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, c'est un logiciel qui permet de changer votre adresse IP et de sécuriser votre navigation Internet. Si vous avez Netflix ou Amazon Prime, il y a plein de séries qui sont bloquées en France. Vous avez juste à changer votre adresse IP avec le VPN et ça vous donne accès à l'intégralité des programmes. Ça déverrouille le contenu de 40 plateformes de streaming en quelques clics. Un VPN, c'est aussi très utile si vous voulez voyager. CyberGhost VPN a des serveurs dans plus de 100 pays, donc en changeant d'adresse IP, vous pouvez facilement trouver des voyages et des hôtels moins chers. L'autre avantage du VPN, c'est de chiffrer vos données. Si vous utilisez votre ordinateur ou votre téléphone dans un Wi-Fi public, le VPN vous protège des pirates et il vous protège aussi des sites malveillants. Avec l'intelligence artificielle, les pirates ont de nouveaux outils à leur disposition. Et à côté de ça, de plus en plus de gens mettent leurs données personnelles sur leur ordinateur, donc ça peut être une bonne idée de protéger ces données. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs, plus de 15 ans d'expérience, et c'est le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Vous pouvez protéger 7 appareils en même temps, que ce soit du Windows, du Mac, une Smart TV ou une console de jeu. Donc vous pouvez partager avec votre famille ou vos amis. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, je vous mets un lien, comme ça vous pourrez avoir une réduction de 83%, soit 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits. Et en plus de la réduction, vous avez une période d'essai de 45 jours satisfait ou remboursé. Merci à CyberGhost VPN pour le sponsor et c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, on parle des 10 plus grandes inventions du Moyen-Âge. Vous allez voir que plusieurs d'entre elles bouleversent complètement le fonctionnement de la société. Il y a des inventions guerrières, des inventions qui améliorent le quotidien des gens et certaines annoncent déjà la future révolution scientifique. La poudre noire est le plus ancien explosif chimique. C'est un mélange de soufre, de charbon de bois et surtout de salpêtre, c'est-à-dire de nitrate de potassium, KNO3, une molécule qui contient du potassium, de l'azote et de l'oxygène. Petite anecdote, il se trouve que ce nitrate de potassium a un goût salé. Et donc quand les soldats manquaient de sel, ils assaisonnaient et ils conservaient leur nourriture avec de la poudre noire. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on utilise le salpêtre pour conserver la charcuterie. Inventée au 7e siècle durant la dynastie Tang, la poudre noire est appelée huoyao, ce qui signifie substance de feu. On l'utilise pour fabriquer des grenades qui, au début, sont surtout là pour faire du bruit. Ils vont bien, rassurez-vous. Ensuite, on la fait exploser dans un tube de bambou pour envoyer des projectiles. On appelle ça une lance de feu et on a la preuve que ça existait déjà au Xe siècle grâce à un tableau représentant Bouddha. Il y a beaucoup de choses sur ce tableau. Un homme à tête d'aigle qui fait une grimace avec son ventre, un autre avec une deuxième tête qui lui pousse sur le ventre et une troisième tête qui lui pousse sur la tête, un loup-garou en slip qui joue de la trompette, un autre mec en slip avec une tête de loup. Il y a un squelette en tutu, des gens qui tombent, on sait pas pourquoi, un gars qui... bon bref. Tout en haut, on a Mara, le démon tentateur avec ses 6 bras et ses 3 têtes. Et au milieu, Bouddha, imperturbable, malgré le chaos autour de lui. Alors vous allez me dire quel rapport avec la poudre noire ? Eh ben regardez celui-là. Alors je sais, il a 3 serpents qui lui sortent du crâne, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ça, une lance de feu. La première arme à feu de l'histoire. La poudre noire sera ensuite utilisée au XIIe siècle pour fabriquer des lance-flammes. L'invention diffusera vers l'Europe dès le XIIIe siècle, mais il faudra attendre le XVIIe siècle pour que des armes à feu individuelles soient développées en série, ce qui donnera à l'Europe son avantage militaire décisif. En plus des lances de feu et des lance-flammes, la poudre noire a entraîné l'invention des premières fusées. Les tout premiers dispositifs sont des flèches équipées d'un cylindre rempli de poudre noire qui explose à l'impact. Au début, on tire les flèches avec un arc, mais rapidement, les Chinois se rendent compte d'un truc. En ouvrant l'arrière du cylindre, la combustion de la poudre permet de propulser l'engin automatiquement. C'est comme ça que fonctionnent les fusées modernes,
le carburant, par exemple l'hydrogène, et le comburant, l'oxygène, entrent en combustion, il y a une réaction chimique entre les deux molécules, et les gaz produits, par exemple la vapeur d'eau, sont éjectés vers le bas, ce qui propulse la fusée vers le haut. En physique, on décrit ça par la quantité de mouvement qui est égale à la masse fois la vitesse. Cette quantité est conservée, donc quand une masse de gaz est éjectée vers le bas, la masse de la fusée est propulsée vers le haut. C'est le principe de l'action-réaction. Historiquement, les premières fusées ne font pas beaucoup de dégâts, mais comme elles font peur aux chevaux, elles peuvent facilement déstabiliser l'armée adverse. Un grand nombre d'améliorations sont apportées au fil du temps, mais au XVIe siècle, l'artillerie vient les remplacer, et il faudra attendre le XXe siècle pour voir réémerger les fusées sous leur forme moderne. Au VIIe siècle, une pénurie de métaux touche la Chine. Pour éviter de transporter les pièces métalliques devenues très rares, des marchands de thé se mettent à utiliser ce qu'on appelle des billets à ordre. Le débiteur inscrit sur un morceau de papier la somme qu'il doit et le bénéficiaire garde le papier jusqu'à l'échéance où il peut réclamer la somme en créance. Plus tard, l'empereur Song Renzong met en circulation des jiaozi. Du jour au lendemain, le billet n'est plus nominatif et il peut circuler librement de main en main. L'objet échangé a plus de valeur que le matériau, la monnaie devient représentative. Quelques siècles plus tard, l'invention prend trop d'ampleur, ce qui entraîne une inflation. Il n'y a pas assez de pièces métalliques pour garantir la valeur des billets en circulation. C'est le problème des monnaies fiduciaires, avec la valeur écrite sur le support. Quand la confiance s'effondre, ça tourne au vinaigre. Fiduciaire, ça vient du latin, ça veut dire confiance. La dynastie Ming se débarrasse du système, mais l'idée est lancée et les billets réapparaîtront à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 28 milliards de billets en euros en circulation. Les premières constructions qui permettent de passer un dénivelé de rivière sont appelées des pertuis. Ce sont de simples planches qui font monter le niveau de l'eau en amont et qu'on enlève brutalement pour emporter d'un coup le bateau avec le courant et éviter qu'il ne percute le fond. Souvent, ces pertuis sont construits sur le barrage d'un moulin à eau. Le problème, c'est que à chaque fois qu'un bateau passe, le niveau du bassin baisse et il faut parfois plus d'un jour pour que le niveau remonte suffisamment et que le moulin puisse fonctionner à nouveau. Vous imaginez que les meuniers voulaient souvent s'en débarrasser. Pour résoudre ce problème, on ajoute un second pertuis en amont du premier pour former un sas qui se vide et se remplit avec facilité. Et ce système de deux pertuis qui forment un sas, on appelle ça une écluse. Inventée en Chine au Xe siècle, les écluses arriveront en Europe au XIIIe siècle et seront fortement améliorées au XVe siècle par le boss de l'époque, Léonard de Vinci. Il ajoutera notamment des porte-busquets. Vous voyez là, ça fait un angle pour éviter que la pression de l'eau ne soit trop forte sur l'écluse. Avec cette invention, les rivières deviennent un réseau de transport très dense, ce qui fait exploser le commerce. D'ailleurs, les écluses sont souvent mentionnées comme une des causes de la révolution industrielle. Inspiré des travaux d'Alhazen et de Roger Bacon, un Italien nommé Salvino Armati invente au XIIIe siècle les premières lunettes. En fait, on n'a aucune trace de son existence, c'est très sûrement une légende. On sait que les lunettes viennent de cette époque, mais on n'a aucune idée de qui est l'inventeur. Au début, c'est juste du verre qu'on taille et qu'on polit pour fabriquer des lentilles convexes, et ensuite on insère ces lentilles convexes dans un support de bois. Les premières lunettes n'ont pas de branches, donc il faut les serrer sur le nez. Les lentilles convexes, ça permet à la lumière de mieux converger. Ici, vous voyez, les rayons arrivent parallèles entre eux et la lentille les fait converger. Ça, c'est très pratique, ça permet de corriger la presbytie et l'hypermétropie parce que dans ces deux cas, l'œil ne fait pas assez converger la lumière. A l'inverse, pour les myopes, le cristallin fait trop converger la lumière
Et donc, la correction ne se fait pas avec des lentilles convexes, mais avec des lentilles concaves, donc des lentilles à bord épais. C'est un peu plus dur à fabriquer et il faudra attendre le XVe siècle pour les voir apparaître à Florence. Plusieurs modèles se multiplient, les binocles, les lorgnettes, les monocles, et c'est au XVIIIe siècle qu'apparaissent les lunettes modernes avec monture, ce qui les rend beaucoup plus faciles à porter. Le sextant permet de mesurer précisément l'angle entre deux objets. Sur la partie gauche, la lumière passe directement à travers la lunette, donc on observe l'horizon directement. Sur la partie droite, par contre, la lumière est d'abord réfléchie par le gros miroir, puis par le petit. Et en faisant tourner la barre d'index, on fait aussi tourner le gros miroir. Et donc si on a un objet dans le ciel, par exemple le soleil, on peut ramener son image à l'horizontale en faisant suffisamment tourner la barre d'index. En mesurant de combien on a tourné la barre, on sait quel est l'angle entre l'horizontale et le soleil. On peut l'utiliser verticalement pour mesurer la hauteur du soleil dans le ciel et en déduire la latitude. Oui, parce que si on connaît la date et l'heure exacte, on sait quelle est la hauteur du soleil en fonction de la latitude. Je peux aussi utiliser le sextant horizontalement pour repérer ma position exacte. Pour ça, on mesure l'angle entre deux édifices sur la côte, par exemple des châteaux d'eau, des phares ou des églises. Quand on connaît cet angle, il y a un théorème mathématique, on est sûr de se trouver sur un arc de cercle qu'on appelle l'arc capable. Par exemple, si je suis au point M et que je mesure un angle de 30 degrés entre le phare A et le clocher d'une église B, je suis certain d'être sur le cercle dessiné. Là, vous voyez, tant que le point M reste sur le cercle, je vais toujours mesurer le même angle entre A et B. Et c'est une équivalence, si je connais l'angle entre A et B grâce au sextant, je suis certain d'être quelque part sur le cercle. Du coup, j'ai plus qu'à refaire la mesure avec deux autres points pour tracer un deuxième arc de cercle, et en faisant l'intersection des deux cercles, je trouve ma position avec précision. Les humains ont cherché à mesurer le temps depuis toujours. On a déjà parlé des cadrans solaires et des clepsydres dans la vidéo sur les inventions de l'Antiquité. Excellente vidéo, je recommande. Plus tard, de nombreuses horloges hydrauliques sont construites, mais il faudra attendre le XIIIe siècle pour voir apparaître les premières horloges mécaniques. Ça restait des engins assez chers, donc la diffusion s'est faite lentement. Au début, les horloges n'ont pas de cadran, et c'est un poids qui fait lentement tourner le mécanisme pour faire sonner une cloche à heure régulière. En 1336, à Milan, l'horloge sonnante est inventée. Elle sonne les 24 heures du jour, avec un nombre de coups égal à l'heure du moment. La poudre noire a entraîné l'apparition d'armes toujours plus mortelles, mais avec le canon, on passe vraiment au niveau supérieur. D'ailleurs, si on dit chair à canon, c'est pas pour rien. Les premiers canons apparaissent en Chine au XIIe siècle. Au début, ce sont des armes portées à la main. Ça ressemble un peu aux lances de feu dont on a parlé tout à l'heure, sauf que, au lieu d'être faits en bambou, ils sont fabriqués en métal. Et à l'intérieur, on met des morceaux de fer et de porcelaine brisée qui sont projetés sur les ennemis. Au XIIIe siècle, le canon commence à prendre la forme moderne qu'on lui connaît. Au XVe siècle, on remplace les projectiles en pierre par des boulets en fonte qui sont beaucoup plus lourds et qui font donc beaucoup plus de dégâts aux bâtiments. Parmi les bouleversements les plus profonds du Moyen-Âge, un certain nombre concernent l'agriculture. La charrue remplace peu à peu l'arère. Au lieu de tracer un simple sillon, la terre est retournée et aérée, ce qui permet de la travailler plus profondément. Le souci, c'est que pour tirer une charrue, il faut une puissance animale bien plus importante. Et ça, au Moyen-Âge, on y arrive petit à petit en sélectionnant des bêtes de plus en plus grosses,
Et en leur mettant des colliers d'épaule plutôt que des colliers de cou, ça leur permet de tirer des charges lourdes sans s'étouffer. Les outils s'améliorent, on utilise des brouettes, on remplace la faucille par la faux, on améliore les moulins, on fixe un joug frontal sur les cornes des bœufs, et généralement les outils en bois sont remplacés par des outils en fer. C'est une véritable révolution agricole qui se produit au Moyen-Âge. On a assez peu de documentation, mais on pense qu'elle démarre vers le XIe siècle, dans l'est et le nord de la France, là où les techniques d'agriculture romaine ont rencontré les outillages en fer des cultures germaniques. Et enfin, comment parler des inventions du Moyen-Âge sans évoquer l'imprimerie ? C'est encore en Chine que tout commence. Au début du Moyen-Âge, on utilise un procédé appelé xylographie qui consiste à graver un texte à l'envers sur une plaque de bois, à l'enduire d'encre et à la plaquer sur du papier pour lui imprimer le texte. Au XIe siècle, il se passe quelque chose d'intéressant. Des imprimeurs chinois ont l'idée d'utiliser non pas des pages entières mais des caractères mobiles. Et au siècle suivant, les pièces en bois sont remplacées par des pièces en métal. Vous le voyez ici avec des caractères coréens par exemple. Mais les Chinois ont un gros problème, c'est que leur langue comporte des milliers de sigles. Donc l'avantage des caractères mobiles sur les blocs de pages n'est pas si flagrant. Pour les billets dont on a parlé tout à l'heure, c'est intéressant. Ça permet d'ajuster la somme et les termes du contrat. Mais pour les livres, la technologie n'a pas un impact si fort que ça. Pendant ce temps, la méthode de fabrication du papier qui vient également de Chine arrive en Europe, et au milieu du XVe siècle, Gutenberg reprend la technologie et l'améliore énormément. Il met au point le plomb typographique, un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine. Ça permet de fabriquer des caractères très précis et beaucoup plus résistants. Il fabrique une nouvelle encre plus épaisse et donc mieux adaptée à l'impression. Et surtout, il invente la presse typographique qui permet de travailler très rapidement et d'effectuer une impression uniforme sur toute la page. Grâce à toutes ces améliorations et aussi grâce aux alphabets européens qui comportent peu de lettres, l'imprimerie va littéralement révolutionner l'activité intellectuelle en Europe. Des centaines de millions de livres sont imprimés et la culture de l'oralité qui prédomine partout dans le monde laisse peu à peu la place à la culture écrite. Le savoir se diffuse à une vitesse inégalée, ce qui fera passer l'Europe du Moyen-Âge à la Renaissance avec son explosion d'inventions techniques, de développement littéraire, philosophique et scientifique. Vous l'avez compris, il risque d'y avoir encore beaucoup de vidéos sur les inventions. Depuis quelques années, on retrouve notamment sur YouTube un retour à la transmission orale du savoir. Écouter quelqu'un, c'est bien sûr plus facile que de lire du texte, mais les livres gardent quand même des avantages. On peut les lire à la vitesse qu'on veut, revenir en arrière, sauter des pages. Donc Internet, c'est une révolution peut-être aussi importante que l'imprimerie, mais c'est tout récent, donc les livres restent le seul moyen d'être en contact direct avec les auteurs classiques, avec les grands penseurs qui ont fait la civilisation. Et puis parfois, ça fait du bien de couper les écrans et de se poser en silence avec un bon bouquin. La vidéo suivante de la série portera sur les inventions de la Renaissance. Abonnez-vous pour ne rien rater de tout ça. Encore merci à CyberGhost VPN pour le sponsor. Si vous voulez protéger vos données, déverrouiller du contenu exclusif et voyager moins cher, vous pouvez essayer CyberGhost sans engagement grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Je vous ai mis le lien en haut de la description si vous voulez tester. Merci aux tipeurs et aux gens qui donnent des super thanks. Portez-vous bien et à bientôt sur Livre et Sciences.